Bonjour Bonjour à à tous. tous. Bon après-midi. Mon nom c'est Luis Fernandez et je suis le directeur exécutif du Centre pour la biologie de l'Université de Wake Forest. Et je voulais vous inviter à cette séance sur les maps. Nous allons donc discuter des dernières recherches de la déforestation sur les impacts de l'EMAP et j'aimerais, enfin à cette séance, il y aura donc deux intervenants, donc Dr. Jack Mendelson de l'Université de Californie et puis Jacqueline Gerson et puis aussi bien donc nous aurons un autre intervenant, Matt Feiner de Amazon Conservation. Donc, avant de continuer avec notre séance, j'aimerais vous donner un aperçu euh, concernant moi-même. Je suis donc professeur associé à l'Université de Wake Forest et je travaille aussi je suis le directeur exécutif du Centre Amazonian Scientific Innovation, CINSIA, de l'université située à Puerto Maldonado au Pérou. Et puis, merci aux organisateurs d'avoir organisé ce forum très, très intéressant. Voilà, donc, chers participants, après cette séance, il y aura un événement qui commence à 11 heures. C'est un événement de la Banque mondiale et là, vous aurez l'opportunité de discuter des concepts et des pratiques dans le secteur minier euh, de ce secteur de l'orpaillage. Voilà, donc c'était juste après cette séance. Voilà, donc nous pouvons maintenant commencer avec les présentations. Donc, le premier intervenant, c'est moi-même. Je vous ai déjà donné donc une brève introduction. Et ensuite, il y aura Jacqueline Gerson et ensuite Dr. Matt Feiner. Alors, diapo suivante s'il vous plaît. Juste une description brève sur voilà le Centre pour l'innovation scientifique amazonienne. Voilà, nous sommes en train de travailler sur la fortification des capacités scientifiques et de développer d'autres solutions qui sont enrichies par la science et en outre, nous prenons en compte plusieurs informations scientifiques, notamment qui sont reliées à l'impact de l'EMAP dans la prise de décision. En outre, nous nous focalisons sur la réforestation, la restauration, la réhabilitation. Nous prenons en compte le mercure dans l'environnement. Nous sommes en train d'établir aussi et de réaliser des recherches dans la région amazonienne. En outre, nous sommes aussi en train de développer une intelligence, nous avons un programme d'éducation, nous travaillons sur des drones, des satellites enrichis par l'intelligence artificielle, etc. Et en outre, nous travaillons sur plusieurs parties du secteur de l'éducation primaire, secondaire et bien entendu tertiaire ou universitaire. Diapo suivante, s'il vous plaît. Afin de commencer, je voulais partager quelques images. Je pense qu'il est extrêmement important de regarder les images de ces différentes localisations. Alors, nous avons tous vu ce genre de paysages, des paysages qui y ont changé d'une manière extrême, comme vous pouvez le voir, les cours d'eau qui n'existent plus, les forêts qui n'existent plus. Diapo suivante. Transformation intéressante qui était vraiment, vraiment rapide. Diapo suivante.
Et dans plusieurs cas, nous pouvons voir que tout était vraiment rapide et nous avons ces images des zones de la Pampa. Et comme vous pouvez le voir, l'extraction minière n'est pas seulement dans les forêts, mais ne se passe pas seulement dans les forêts, mais dans les zones riveraines. Et actuellement, les forêts ne sont méconnaissables. Ce sont les paysages, voilà, que nous pouvons voir avec des zones humides. Comment est-ce que nous pouvons caractériser les impacts voilà, de l'EMAP ou de l'extraction minière artisanale sur les forêts? Alors en premier, je voudrais mettre l'accent sur les impacts directs et indirects de cette extraction. Alors en premier, regardons juste qu'est-ce qui est ou quels sont les éléments qui causent cette transformation. Alors en premier, voilà, nous avons la technologie de cette extraction minière qui y est impliquée. Alors d'une part, nous pouvons voir que nous avons cet abattage hydraulique ou hydrolavage hautement mécanisé. Alors voilà, ces machines sont utilisées afin d'extraire l'or et ceci dans les zones riveraines et aussi dans lors de l'extraction minière dans les rivières. Et en outre, nous avons l'autre image, alors, ce sont d'autres machines, d'autres équipements qui sont utilisés et ceci pour faire cet abattage hydraulique qui n'est pas si mécanisé. En outre, nous pouvons voir les écosystèmes qui sont affectés. Alors, vous pouvez voir qu'il y a des petits radeaux sur les rivières où on utilise qui sont utilisés pour cette extraction et nous avons ces dragues flottantes aussi qui le font. En outre, il y a cette extraction minière terrestre ou sur la terre, sur les zones riveraines par exemple. Les zones riveraines sont minées et il y a aussi les zones forestières intérieures. Et voici les zones sur lesquelles nous allons nous focaliser durant cette présentation. Alors, afin de caractériser, si nous allons commencer à développer cette caractérisation, nous devons penser à propos des impacts directs de l'EMAP sur les forêts. Bien entendu, ces activités causent des effets directs. Et pour catégoriser tout cela, nous pouvons parler alors de déforestation, alors perte de forêt, défaunation, alors perte de la faune et de la vie animale, la perturbation du sol, la destruction, la transformation des paysages. Nous allons en parler par exemple dans la zone de la Pampa et en outre nous avons la contamination chimique de ces zones qui sont affectées par les activités d'extraction minière. Diapo suivante. La déforestation, voilà, qui est la perte partielle ou totale de la couverture forestière, notamment la couverture végétale, les sous-bois, les canopées, etc., ce qui cause une perte du potentiel de capture du carbone. En outre, il y a la transformation du carbone hors sol en CO2 en méthane, et ceci à cause de la combustion, à cause de l'enterrement ou à cause de la submersion de ces arbres, par exemple, dans des masses d'eau. Et dans plusieurs cas, voilà, ces forêts sont coupées et après, elles sont submergées par l'eau et commencent à se décomposer. Et en outre, il y a cette réduction du potentiel pour la réhabilitation naturelle de ces forêts. Et ceci cause des impacts extrêmement importants sur le potentiel de réhabilitation, non pas seulement en ce qui concerne la régénération et réhabilitation naturelle, mais aussi celle qui est assistée par les activités de l'homme. La rapidité de cette transformation, pour moi, était extrêmement choquante. Alors voilà, c'est une image de Planet Land, et ceci dans la zone de La Pampa, au Pérou. Et voici, nous pouvons voir comment la déforestation est en train de se
se répandre. Malheureusement, nous ne pouvons pas le voir, mais c'est vraiment, vraiment rapide, des dizaines de kilomètres par an, et peut-être même d'une manière plus rapide, à des endroits particuliers. Diapo suivante, s'il vous plaît. Il y a aussi ce qu'on appelle la défaunation. Alors, c'est la perte partielle ou totale des animaux, alors de la faune, des individus, des espèces, des populations et des communautés. En outre, ceci est causé par la destruction des habitats forestiers. En outre, c'est causé aussi par le meurtre direct des animaux, pour le gibier, la chasse ou le braconnage. Et en outre, ceci cause un potentiel vraiment limité ou la réduction de potentiel pour la restauration de ces populations et de ces communautés animales à cause de la destruction des habitats. Diapo suivante, s'il vous plaît. En outre, il y a la perturbation et la destruction des sols qui est causée directement par les activités d'extraction. Bien entendu, il y a la perturbation de ce sol dans des zones qui sont impactées par ces activités, l'excavation de ces sols jusqu'à 10 mètres de haut. En outre, la perte du carbone, la perte des micro-organismes, ce décalage, ce partitionnement physique, la perte de ces couches superficielles du sol et bien entendu le potentiel qui est aussi limité de régénération naturelle de ces sols et plus d'érosion du sol et leur transformation en voie navigable, par exemple, et la perte du carbone. Comme vous pouvez le voir, le potentiel est vraiment limité pour la réhabilitation de ces zones d'une manière naturelle ou assistée par l'homme. Diapo suivante, s'il vous plaît. En ce qui concerne la transformation des paysages, nous avons vu cela dans plusieurs parties dans plusieurs zones forestières. Alors, ces zones sont transformées en masse d'eau. Elles sont vraiment contaminées et cause cette transformation. Dans notre étude de cas de la Pampa, 30% des forêts sont devenues alors des bassins de rejet. Alors, diapo suivante. Nous avons trouvé que 27,6% des forêts sont devenues des masses d'eau. Ceci signifie qu'il n'y a plus de sol et qu'il n'y aura pas de reforestation, malheureusement. Diapo suivante, s'il vous plaît. Nous avons publié alors un document et ceci qui se focalise sur le développement de nouveaux algorithmes qui aident la protection de ces masses d'eau en utilisant l'imagerie, en utilisant ce qu'on appelle le deep learning, l'apprentissage profond et des méthodologies appropriées. Diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, la restauration de ce potentiel doit être faite à moyen ou à court ou à moyen terme. Et il n'y a pas d'informations sur la biogéochimie, la composition écologique ou l'évolution de ces zones. En outre, il n'y a pas d'informations qui sont relatives aux menaces du mercure, notamment qu'il y a ces animaux, ces animaux migrants qui viennent vers ces zones et nous ne savons pas qu'est-ce que cela peut générer. Alors, en ce qui concerne la contamination par des métaux lourds, nous avons eu beaucoup de présentations durant cette session et durant cette conférence sur le mercure. Et bien entendu, nous travaillons sur la réduction de l'impact de ce mercure malheureusement, mais ce n'est pas seulement le mercure. Le mercure est émis par l'amalgamation, est transporté par l'air, par les courants d'eau et est redéposité, comme nous pouvons le voir. Mais en outre, il y a des émissions secondaires de métaux lourds comme le cuivre, le zinc, l'arsenic, le cadmium et le plomb qui proviennent, voilà, de ces terrils. Et en outre, nous avons aussi
ce drainage minier acide qui cause des réactions avec les terrils qui contiennent par exemple des minéraux qui sont riches en sulfure, ce qui cause à cause de la lixiviation de cela le plus de problèmes et l'émission de sulfure, en outre la production de carburant, de lubrifiant et d'eau. Alors, nous allons parler aussi de la fragmentation de la forêt, de la dégradation de la forêt et du transfert des contaminants et de leur redéposition. Alors, en ce qui concerne la déforestation et le transport les corridors de transport causent plus de fragmentation, ce qui cause des effets de bord vraiment néfastes. En outre, ceci est associé avec la dégradation des forêts, par une communauté et des niveaux d'écosystèmes de viabilité et de résilience d'écosystèmes qui sont réduits et la réduction de la faune. En outre, les forêts adjacentes sont dégradées aussi à cause des activités de l'EMAP et comme vous pouvez le voir sur cette photo, ce sont des zones mortes qui sont adjacentes à ces zones minées. En outre, ces effets de bord, forêt et pas de forêt, causent plus de pertes de biodiversité, plus de pertes d'animaux, et ceci dans les différentes zones. Aussi, il y a les perturbations mécaniques qui proviennent du transit et des opérations d'extraction minière. En outre, les personnes, alors c'est les travailleurs qui rentrent dans ces forêts et utilisent le bois pour à des fins personnelles, par exemple. En outre, le mercure peut être émis à cause euh, de l'amalgamation. Et après, ce mercure peut se déposer, sur les arbres, etc. Diapo suivante, s'il vous plaît. En outre, le mercure dans les rivières est transporté par des fins sédiments en suspension qui peuvent voyager des dizaines, des centaines de kilomètres. Et après, le mercure aussi peut être transporté par les eaux et peut être redéposité, disons. En outre, le mercure est présent à l'intérieur des terres et et les incendies peuvent exacerber le problème. Diapo suivante, s'il vous plaît. Afin de clôturer tout cela, quelles questions a-t-on besoin d'aborder après cela? Alors, je vais poser quelques questions et peut-être que nous allons pouvoir faire des conclusions pratiques à la fin. Diapo suivante, s'il vous plaît. Est-ce que plus d'incendies ou l'augmentation du nombre d'incendies va endommager les forêts? Voilà, par rapport à cela, concernant le changement climatique, prochaine diapo. Alors, en effet, ces feux de brousse peuvent vraiment créer des effets néfastes et dus à l'érosion. Prochaine diapo. Alors, comment est-ce que les maps changent l'environnement? Eh bien, en effet, dès la première diapo, nous avions vu qu'il y a une tendance à d'avoir des machines beaucoup plus lourdes sur le terrain. Et quels sont les changements, bien entendu, sur ces forêts et l'impact de l'EMAP sur les forêts? Eh bien, on a vu que la fermeture des mines à Madre Dios, due à la Covid-19, avait vraiment un impact sur l'environnement.
Alors là, c'est juste pour vous mentionner ce qu'on peut retenir par rapport à cela. Donc, l'impact de l'EMAP sur les paysages forestiers, eh bien, il y a un taux élevé de déforestation et de défaunissement, de fragmentation des forêts et de perte de la biodiversité dans les forêts minées et les zones forestières adjacentes. Voilà. Et puis, sinon, la contamination généralisée des forêts et des masses d'eau et de la faune et des communautés humaines par le mercure, bien, c'est beaucoup plus qu'on ne l'imagine. Le mercure dans l'eau se déplace dans les bassins versants et puis le mercure dans l'air se déplace par les bassins d'air. Donc, quelque part, ce que l'on voit, la destruction du sol dans les zones minées, la dégradation du sol dans les zones étroitement adjacentes, eh bien, je dirais, l'EMAP est le moteur présentant les taux les plus élevés de perte de carbone du sol par hectare. Ayant dit cela, c'est la fin de ma présentation et je vous remercie de votre attention. Alors, nous allons maintenant donc voir si nous aurons une séance questions-réponses après, donc pas maintenant. Gardez les questions sous le coude. Nous avons avec nous maintenant la prochaine intervenante, Jacqueline Gerson, qui est une biochimiste des bassins versants et qui étudie l'impact de l'activité humaine par le cycle des éléments dans l'environnement, en particulier les recherches portées sur le devenir, l'impact du mercure provenant de l'exploitation artisanale, que ce soit donc à petite échelle de l'or au Pérou et au Sénégal. Elle est actuellement chercheuse postdoctorale en sciences politiques et gestion de l'environnement à l'Université de Californie, Berkeley, et a obtenu un doctorat en écologie de l'Université de Duke et une maîtrise en sciences. Donc, bienvenue à Jacqueline. Bonjour, je suis heureuse d'avoir l'occasion de vous parler de mes recherches sur le captage du mercure provenant de l'exploitation minière artisanale dans la forêt amazonienne. Pour cela, je vais vous emmener à Madre Dios, au Pérou, qui est située dans la région du sud-est du pays. La région de Madre Dios abrite un parc amazonien. La région de Madre Dios comprend la forêt amazonienne qui est principalement constituée d'une grande partie de forêts pluviales anciennes ainsi que de rivières Tampopata que l'on peut voir ici. Mais ce paysage a été radicalement modifié par l'extraction minière artisanale à petite échelle. Rien que dans l'Amazonie péruvienne, il y a 70 000 mineurs qui déforestent 4 500 hectares par an afin d'accéder à environ 80 tonnes d'or par an et libèrent ainsi plus de 180 tonnes de mercure par an dans le sol. Le dogme central pour comprendre le mercure dans l'extraction minière artisanale et son effet néfaste, c'est que le mercure devient préoccupant lorsqu'il pénètre dans l'environnement aquatique, car l'environnement aquatique présente des conditions de faible teneur en oxygène qui convertissent efficacement le mercure inorganique en méthylmercure. Le méthylmercure étant la forme de la transformation biochimique qui est toxique pour les organismes. Mais nous avons pensé à remettre en question ce dogme en nous posant la question suivante. Quel rôle jouent les forêts en termes de captage du mercure, de stockage du mercure, de formation du méthylmercure et concernant la pénétration du mercure dans le réseau alimentaire terrestre? Cette question est particulièrement préoccupante pour l'Amazonie péruvienne car celle-ci abrite la plus grande biodiversité de la planète avec le plus grand nombre d'espèces que l'on trouve nulle part ailleurs dans ce monde, comme la loutre géante que l'on voit sur cette photo, ainsi que de nombreuses autres espèces. Et lorsque nous avons rédigé cette question, et si les forêts avaient un rôle à jouer concernant le cycle de mercure dans l'extraction artisanale et à petite échelle de l'or, nous avons établi 5 sites différents afin d'étudier cela dans la région de Madre Dios. Nous avons divisé ces sites en sites éloignés et en sites affectés par l'extraction minière. Et juste pour vous montrer que l'extraction minière a lieu dans toute la région qui est marquée par cette diapositive, nous avons donc ici les sites. Je vais zoomer sur cette section, puis zoomer encore une fois. Ainsi, vous pourrez clairement voir que cette région a des milliers de paysages, de terrils et de bassins de résidus de décantation miniers. Nous
récupérons donc nos données sur deux types de sites. Deux sites dans une zone éloignée et trois sites dans une zone minière. Les deux sites de la zone affectée par l'exploitation minière sont notamment donc Boca Colorado et Laberinto. Ils sont situés près de villes minières pour l'approvisionnement en mercure et affectés par l'extraction minière située à Los Amigos. Et ainsi, l'extraction de l'or modifie radicalement et pour toujours le paysage, non seulement en créant des clairières à travers le paysage, mais aussi en créant de grands lopins de terre déboisés largement dénudés dans ces forêts secondaires. Nous avons donc nous avons fait la démarcation de parcelles jumelées dans chacun de ces 5 sites différents, dans les zones boisées et dans les zones déboisées, pour voir comment la structure forestière influe également sur la quantité de mercure qui pénètre dans les réseaux alimentaires terrestres. L'étude que je vais vous présenter représente 2 années de collecte de données pendant la saison des pluies et la saison sèche. Et donc, pour comprendre ce qui se passe une fois que le mercure et l'or sont fondus tout en libérant le mercure dans l'atmosphère, il est vraiment important de comprendre où va le mercure finalement et le risque qu'il représente pour les organismes. Ainsi, le mercure présent dans l'atmosphère peut réintégrer le paysage terrestre par 3 voies différentes. La première voie est celle où le mercure peut se dissoudre dans l'eau de pluie et pénétrer dans le sol de la forêt ou dans une clairière par un processus connu sous le nom de précipitation en masse ou précipitation globale. Et donc, nous avons commencé à étudier la concentration de mercure dans ces clairières où le mercure est présent et acheminé par différentes voies. Les chiffres que je vous montre parviennent des 5 sites qui sont divisés en 2 catégories, les sites éloignés et les sites affectés par l'extraction minière. Et la coloration des sites représente les type de couverture terrestre. Ainsi, les 3 sites représentés en vert, vous avez la forêt primaire ancienne et intacte, tandis que dans les 2 sites représentés en gris, c'est une forêt secondaire. Ce que nous avons vu, c'est que les 5 sites avaient une faible concentration de mercure dans leur écosystème, tout comme dans les clairières qui reçoivent de faibles quantités de mercure par le biais des précipitations globales. Il n'y a pas de différence dans la concentration de mercure entre les 5 sites et tous avaient de faibles concentrations inférieures à ce que nous voyons d'ailleurs dans la partie nord-est des États-Unis. Nous avons ensuite examiné la deuxième voie qui se produit par le biais de la canopée de la forêt. Nous avons examiné le mercure qui se colle à la surface des particules comme la poussière ou les aérosols. Et puis, ces poussières et aérosols sont ensuite interceptés par les feuilles, formant un revêtement sur les feuilles et sont ensuite acheminés par les pluies vers le sol de la forêt lorsqu'il pleut au travers d'un processus connu sous le nom de chute libre. Nous avons donc cherché à savoir si le mercure pouvait être transporté par les précipitations en se fixant sur les particules dans les forêts. Nous avons constaté que les concentrations de mercure étaient similaires sur 4 sites, mais que l'un d'entre eux, situé à Los Amigos, une zone de conservation précieuse située à proximité d'une mine d'or artisanale et à petite échelle, présentait des niveaux élevés de concentration de mercure, de plus que les niveaux de concentration les plus élevés trouvés à Los Amigos étaient comparables à ceux d'une autre région dans la littérature à Guizhou en Chine, où le niveau d'extraction et de combustion donc industrielle du mercure est élevé. Et lorsque nous examinons les apports annuels de mercure par cette voie à Los Amigos, nous constatons que ces apports annuels de cette région sont les plus élevés, qu'ils ont été signalés dans le monde et que, quel que soit le site, cela suggère que d'énormes quantités de mercure pénètrent dans ces forêts anciennes intactes de l'Amazonie péruvienne. Il semble donc y avoir une charge extrêmement élevée de mercure, due à la fois à la proximité de l'exploitation minière et à la structure de la forêt, où les forêts intactes à Los Amigos qui ont des zones feuillies extrêmement élevées et une surface élevée sur laquelle le mercure peut se déposer et pénétrer dans l'écosystème terrestre. Ainsi, la deuxième voie représente une source vraiment importante de mercure pénétrant dans ces écosystèmes. La troisième voie de pénétration potentielle du mercure est l'absorption du mercure par les feuilles elles-mêmes, qui peuvent ensuite pénétrer dans la forêt lorsque ces feuilles tombent au travers d'un processus connu sous le nom de chute de la litière végétale. Et lorsque nous avons examiné cette voie, nous avons constaté qu'en fait, un schéma similaire présent, à savoir que les quantités élevées de mercure entrant dans les feuilles à Los Amigos et les quantités les plus élevées de feuilles tombant sur le sol de la forêt menaient à des niveaux élevés de mercure concentrés en raison de la proximité de la mine dans l'écosystème de la forêt ancienne intacte. Donc, nous avons donc examiné la zone boisée et la zone déboisée de façon biologique à la station biologique de Los Amigos de manière globale. Et ce que nous voyons dans cette zone déboisée, c'est que les taux de pénétration du mercure sont extrêmement faibles. Les concentrations de mercure qui pénètrent dans la station biologique de Los Amigos dans la zone déboisée sont similaires à celles que nous observons sur d'autres sites miniers dans les forêts secondaires. La différence se produit dans les zones boisées forestières à Los Amigos qui ont une forêt primaire intacte, où nous
voyons les zones d'entrée qui sont parmi les plus élevées, mais qui ont jamais été signalées dans le monde. Et ces quantités annuelles de mercure dans ces zones boisées sont 15 fois plus élevées que celles que nous observons dans les zones déboisées. Ce mercure est également stocké dans les sols et on pourrait penser que cela ne concerne que les 2 stations biologiques isolées de Los Amigos ou de l'Amazonie péruvienne, mais tout site comportant des forêts primaires anciennes intactes situées à proximité immédiate d'une exploitation aurifère artisanale et à petite échelle représentent le même cas. Et l'étape suivante consistait donc à déterminer si le mercure avait pénétré dans l'écosystème terrestre, s'il pouvait pénétrer dans les réseaux alimentaires terrestres et ce faisant poser un risque à tous les organismes vivants dans ces forêts. Il fallait donc vérifier ceci. Nous avons examiné le mercure présent dans les oiseaux afin de déterminer si le mercure pénètre dans le réseau alimentaire terrestre. Et nous avons recueilli les plumes des oiseaux de 3 espèces différentes, 2 insectivores et 1 frugivore. Nous avons prélevé les plumes d'oiseaux de 3 espèces différentes, 2 insectivores et 1 frugivore à la fin à Los Amigos, qui est situé près des activités minières à Cochacachu, qui est une station biologique située loin de l'exploitation minière artisanale et à petite échelle. Nous avons ensuite comparé les concentrations de mercure dans les 3 espèces de ces oiseaux. Nous avons également comparé la concentration de mercure au EC10, EC20, EC30 qui représentent la concentration effective à laquelle la capacité de reproduction est réduite de 10, 20 ou 30%. Et nous avons trouvé que à Los Amigos, la concentration de mercure dans les 3 espèces d'oiseaux que nous avons mesurées était de 12 à 12 fois plus élevée que ce que nous observions à Cochacachu. En outre, aucun oiseau à Cochacachu ne dépassait le seuil EC10, le point auquel le succès de reproduction est réduit de 10%, alors que plusieurs individus d'une espèce insectivore à Los Amigos dépassaient les seuils de E10, de E20 et EC 30, ce qui suggère que les oiseaux ont une capacité reproductive réduite. Et ces espèces d'oiseaux que nous avons examinées sont situées assez bas dans la chaîne alimentaire terrestre. Nous nous attendons donc à voir une dégradation encore plus importante chez les espèces, qu'il s'agisse d'oiseaux, de mammifères ou de reptiles. Nous devons donc nous préoccuper des organismes terrestres vivant dans les écosystèmes forestiers, mais ce n'est pas tout. Nous devons également réfléchir à la manière dont les changements de paysage influencent les niveaux de mercure dans les écosystèmes. Et nous savons que l'extraction de l'or modifie le paysage. Vous pouvez donc regarder les images de 1987 provenant de 2 zones où l'exploitation minière est importante. C'est un peu flou à cause de la taille des pixels et du fait que ce sont des vieilles images, mais vous pouvez clairement voir que c'est complètement boisé. En comparant les images avec celles de l'année 2020, vous pouvez voir que l'exploitation minière occupe désormais l'ensemble du paysage et il y a une augmentation de 670% des clairières dans ce paysage. Beaucoup des écosystèmes sont des points sensibles quant à la production du méthylmercure, le méthylmercure étant une forme de mercure qui peut se transformer biochimiquement, lequel devient alors toxique pour les organismes. Et donc, en prévoyant une prolifération d'étangs ou de clairières à travers le paysage en remplacement de ces forêts, nous pouvons alors voir la libération du mercure actuellement stocké dans ces forêts pénétrer dans ces environnements aquatiques proches où le méthylmercure se forme à un taux environ 10 fois supérieur à celui observé dans les forêts. Et donc la production du méthylmercure sera beaucoup plus importante et représente un risque encore plus grand pour les organismes de ces écosystèmes aquatiques ainsi que pour les communautés indigènes qui dépendent des écosystèmes terrestres. Ainsi, tout ceci suggère qu'il est vraiment important de continuer à protéger les forêts intactes situées à proximité des sites d'exploitation artisanale et à petite échelle de l'or, car la déforestation entraîne la libération de mercure dans les environnements aquatiques qui sont encore plus enclins à l'accumulation de mercure dans le réseau alimentaire artisanal et à petite échelle, car les organismes terrestres sont également exposés au risque de pollution par le mercure, comme je l'ai déjà démontré dans cette présentation. Et enfin, nous nous attendons à ce que les résultats ne soient pas seulement isolés à l'Amazonie péruvienne, mais qui se produisent dans toute forêt primaire ancienne intacte située à proximité d'une exploitation aurifère artisanale à petite échelle de par le monde. Et donc, nous devons vraiment déployer plus d'efforts pour conserver les forêts en raison des services écosystémiques importants qu'elles fournissent au monde. Je vous remercie. Excellente présentation. Je suis sûre que beaucoup de questions émaneront par rapport à cela. Alors, nous allons les poser durant notre session questions-réponses. Maintenant, j'ai le grand honneur d'introduire Dr. Matthew Feiner qui nous rejoint d'Amazon Conservation. Pour les 2 années précédentes, Dr. Feiner a déployé des efforts et ceci afin de conserver la zone amazonienne et notamment en ce qui concerne les images alors provenant des satellites. En outre, il travaille
sur la publication de plus de 150 rapports, par exemple les incendies, le minage illégal, l'expansion des frontières forestières et la construction, et ceci dans cette zone. Alors soyez le bienvenu, cher Matt. Merci beaucoup, Louis. Alors je vais continuer à me focaliser sur l'Amazonie. Alors voici carte. Notre carte qui nous montre la déforestation et les activités alors d'extraction minière. Diapo suivante. Alors il y a le Pérou, le sud du Pérou, comme vous pouvez le voir. Et après, nous allons nous focaliser sur cette zone-là, sur cette région-là. Et après, je vais vous montrer notre travail récent que nous avons effectué au Venezuela. Et en outre, les flèches vertes montrent les territoires indigènes de l'Amazonie brésilienne. Et la situation est extrêmement complexe actuellement, mais malheureusement, je n'aurai pas le temps d'aborder ce sujet-là. Diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, nous allons maintenant continuer à nous focaliser sur la zone amazonienne du Pérou. Alors voici la zone que Luis nous a montrée. Alors la zone connue sous le nom de La Pampa. Et nous avons vu des niveaux critiques de déforestation, d'extraction minière dans cette zone, et ceci entre 2017 et 2019. Et comme vous pouvez le voir, il y a ce point rouge qui est le point de référence. La déforestation rapide de 1200 hectares à 3000 acres de forêt en 2017 et 2019 et est comparée alors à une chenille voilà, affamée qui est en train de manger toute cette forêt de l'ouest à l'est. Alors, comme Louis l'a déjà mentionné, nous sommes spécialisés dans la surveillance en temps réel à travers les satellites et nous sommes en train de collecter beaucoup d'informations à propos de cette crise alarmante. Voici deux rapports que nous avons préparés en 2017 et 2018 respectivement. En documentant tout cela, en documentant cette chenille, disons, qui est en train de dévorer toute la forêt de la Pampa. Et en 2019, en janvier 2019, nous avons préparé ce rapport-là. Et nous avons trouvé que la déforestation a atteint des niveaux records, notamment dans la zone de la Pampa, dans le sud du Pérou, en Amazonie. Et ce qui s'est passé en février 2019 est le suivant. Le gouvernement du Pérou a lancé l'opération intitulée Operation Mercury, l'opération Mercure. C'était vraiment des efforts déployés afin de mettre fin à la situation d'extraction minière illégale avec une focalisation sur la zone de la Pampa. En outre, il y avait eu des interventions et après les autorités quittaient la zone et les mineurs revenaient vers cette zone. C'était vraiment il y avait vraiment beaucoup d'agences multisectorielles qui étaient impliquées afin de gérer les impacts sociaux et c'était vraiment alors un effort gouvernemental qui était dirigé vers cette crise dans la zone de la Pampa. Et les résultats sont remarquables, disons. Je pense que c'est une success story à laquelle on n'a pas prêté beaucoup d'attention, disons, dans voilà l'action gouvernementale. Comme vous pouvez le voir, entre 2019 et 2020, la déforestation s'est arrêtée. Voilà. La chenille a arrêté de tout dévorer. Comme vous pouvez le voir, le point rouge est notre point de référence. Voilà, tout s'est arrêté. Il n'y avait plus d'expansion de la déforestation dans la zone de la Pampa. Diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, maintenant, voici le rapport, le dernier rapport que nous nous apprêtons maintenant à publier dans la semaine ou les 2 semaines à venir. Alors, voilà.
et nous donnons une mise à jour sur ce qui se passe actuellement dans l'Amazonie péruvienne, dans le sud de l'Amazonie péruvienne. Diapo suivante, voici cette carte qui a été mise à jour. Voici la situation actuelle dans cette zone. Alors, le vert constitue alors les zones protégées. Nous avons en gris les zones tampons et en violet, nous avons les zones indigènes, tel territoire indigène. Ce qui est jaune est la déforestation, alors causée par l'extraction minière avant l'opération Mercure, alors en 2017-2018, et le rouge ou la couleur rouge représente la déforestation après l'opération Mercure. Alors voilà cette comparaison entre avant et après l'opération. Diapo suivante. Si nous regardons en détail certaines zones. Voilà, nous pouvons voir la lettre A. La lettre A représente la région de la Pampa. Et après, nous pouvons voir que cette zone est jaune. Alors voilà, la déforestation en 2017, en 2019 ou 2018 était présente. Et voilà, après l'opération Mercure, tout s'est arrêté. Jusqu'à présent, c'est la même situation. Voici le statu quo. Ce sont des bonnes nouvelles. Or, il y a des mauvaises nouvelles. Nous avons détecté des fuites d'extraction minière de l'or qui s'est arrêté à la Pampa, mais nous voyons que c'est présent dans d'autres zones. Par exemple, dans la zone de Pariamano, qui est représentée par la lettre C sur cette carte. Et si nous regardons l'image de plus près, nous voyons que c'est majoritairement une zone rouge avec des petits points en jaune, ce qui signifie que la déforestation causée par l'extraction minière dans cette zone-là est en train de s'agrandir, de se répandre. Alors voilà. Voilà la bonne nouvelle, cette déforestation s'est arrêtée dans la région de la Pampa, mais nous voyons qu'elle s'est répandue dans d'autres régions malheureusement. Alors, une autre zone de fuite, disons, indiquée par la lettre F. Nous avons noté quelques communautés indigènes qui vivent sur ce territoire, voilà. Et comme vous pouvez le voir, il y a d'autres zones, disons, de fuite. Par exemple, dans la communauté de Barranco Chico, communauté indigène, voilà, majoritairement, c'est la couleur rouge qui est dominante. Ceci signifie qu'il y a voilà, que la déforestation est en train de se répandre. Mais le gouvernement est en train de travailler sur l'opération Mercury. Alors, il y avait eu des interventions dans plusieurs régions, même la semaine passée. En parlant de ces interventions gouvernementales, quelque chose d'essentiel sur lequel je voulais mettre l'accent, c'est l'utilisation de satellites à haute résolution. Alors, nous voudrions utiliser cette imagerie à haute résolution qui vraiment trace et identifie cette empreinte. Et nous sommes maintenant capables, avec les nouvelles technologies, de regarder l'image de plus près, voir même où est-ce que cet équipement, où est-ce que ces camps miniers sont localisés. Voilà, vous pouvez les voir en rouge et en jaune, ils sont délimités. Alors maintenant, nous ne voyons pas seulement cette empreinte causée par l'extraction minière, mais aussi nous pouvons donner au gouvernement les données exactes, la géolocalisation, non pas seulement des camps miniers, mais des activités et de l'équipement minier. Alors voilà, ce sont les informations, les données, les localisations que nous avons partagées avec le gouvernement avant leur intervention. Voilà. Diapo suivante, s'il vous plaît. Alors les résultats que nous avons pu extraire. Alors, il y avait eu une réduction majoritaire d'à peu près 62% dans la déforestation causée par l'extraction minière. Et nous pouvons voir que ceci est causé par la réduction remarquable dans la région de La Pampa, voilà, qui a enregistré 95% de réduction. Voilà, ce sont les bonnes nouvelles. Or, d'autre part, nous avons vu, alors, dans certaines zones indigènes, dans d'autres zones, des
des fuites, disons, et nous avons vu à 100% plus d'exacerbation de la déforestation. Alors, je voudrais vous montrer aussi notre travail au Venezuela. Voilà, vous pouvez le voir indiqué par cette flèche rouge. C'est une zone du Yapacana National Park, le parc national de Yapacana, qui est vraiment dans le cœur de l'Amazonie au Venezuela. Et voilà, nous pouvons voir comme ça en très bonne résolution l'empreinte de cela. Or, permettez-moi de vous donner encore plus d'informations. Cette empreinte a été prise, cette empreinte d'extraction minière nous a permis d'aller même de l'avant et d'avoir une une carte vraiment détaillée de tout l'équipement et de tous les camps miniers qui nous donne vraiment plus d'informations. Nous pouvons documenter l'expansion de cette déforestation et aussi donner encore plus d'informations, plus de détails sur les camps, sur les équipements lourds qui sont utilisés dans les activités d'extraction, etc. Ce sont vraiment des informations critiques qui sont nécessaires avant les interventions. Et dans notre image finale, nous allons juste regarder cette image de près. Alors, regardez la boîte intitulée A. Comme vous pouvez le voir, c'est une résolution de x50 de notre satellite et voici les données que nous y avons ajoutées. Et nous pouvons voir, nous pouvons identifier tous les camps individuels, tous les équipements qui sont utilisés dans les activités d'extraction. Et maintenant, ces informations peuvent être disponibles pour le gouvernement pour que ce dernier puisse lancer des interventions. Diapo suivante, permettez-moi de réitérer que j'utilise mon compte sur Twitter afin de partager des mises à jour en temps réel. Et je vous donne vraiment des mises à jour sur la situation au Pérou, au Brésil, au Venezuela, et je suis en train de documenter encore des fronts émergents en Équateur et en Bolivie. Alors, s'il vous plaît, consultez mon compte et vous allez pouvoir retrouver ces mises à jour. Voilà. C'était ma présentation. Merci beaucoup. Merci beaucoup, cher Matt. Et Jackie Gerson, vous revoilà sur l'écran. Maintenant, nous allons commencer notre session de questions-réponses. Nous avons quelques questions qui ont été posées. Alors, nous allons commencer par une question. Alors, regardons. Il y a une question de Joseph Vote. Excusez-moi si je prononce votre nom incorrectement. Alors, en ce qui concerne le processus du traitement avec le cyanure en Amazonie. Alors, je pourrais dire quelques mots sur cela et après je vais donner la parole à nos intervenants. Alors, nous avons vu quelques processus de traitement en utilisant le cyanure au Brésil. Nous avons vu comment ces processus sont utilisés dans les terrils à mercure ou contaminés par le mercure? C'est un processus secondaire et n'est pas primaire. Il y a des terrils qui ont été transportés vers des établissements secondaires qui travaillent à un niveau moyen, disons, et après ils ont été traités par le cyanure pour l'extraction du reste de l'or. Et voilà, nous avons besoin d'à peu près de 2 étapes, et ceci pour la réhabilitation à travers l'amalgamation du mercure. Nous voyons aussi cela dans des régions de l'Amazonie, voilà, comme l'Arecanada. Et vous avez là-bas le traitement en utilisant le mercure à des altitudes élevées. Et après, sur des sites un peu moins élevés, nous pouvons aussi utiliser cela, par exemple dans les villes Cape Montarias, qui sont adjacentes à l'Amazone. Voilà, qui sont traités avec de la cyanure et certaines des activités ont lieu dans le contexte de l'Amazonie également. Et en effet, par rapport à ces traitements,
par rapport à ce que l'on voit dans différentes régions, mais oui, enfin, donc par rapport à ces questions, vous pouvez vous commenter peut-être. Oui, et donc nous avons encore une question de Malgorzata Stylo. Ça, c'est pour Jackie. Est-ce qu'il y a une étude globale qui nous donnerait un aperçu de la portée du problème pour la cartographie de l'EMAP concernant les forêts primaires? Oui, c'est une excellente question. Non, il n'y a pas donc d'études de ce genre, mais c'est important et en effet, par rapport à cela, quand il y a l'utilisation du mercure, c'est vrai qu'il y a d'autres locations à part l'Amazonie ou la forêt, mais malheureusement, il n'y a pas d'études mondiales. Non, non, pas que nous le sachions. Voilà, donc c'est une très bonne question. Oui, moi aussi, j'aurais bien aimé en savoir davantage à ce sujet. Très bien, merci. Ça, c'est une question pour moi. Est-ce que vous pouvez élaborer par rapport à la restauration et à la réhabilitation des terrains? Oui, en effet, cette question est qu'est-ce qui a été fait pour soutenir la réhabilitation en termes de technologie? Alors, par rapport à l'impact, comme il y a des perturbations du sol par rapport aux micronutриents, les micro-organismes, également il y a la structure. Alors les problèmes de déforestation pour la restauration. Alors c'est vrai que dans beaucoup de recherches, ce qui apparaît, c'est qu'on n'a pas un très bon sol et le travail qui doit être fait. On doit restaurer un certain niveau de carbone dans cette... Parce que la plupart du temps, ça devient du sable. C'est très sablonneux, en d'autres mots. Et on a analysé comment utiliser 71 différentes d'espèces d'Amazonie, que ce soit dans la zone de la Pampa, qui a converti la forêt en désert. Et pour le faire, on a utilisé euh, le charbon bioactif et puis on a aussi bien euh, c'est important c'est pas seulement le genre d'arbre que vous voulez replanter, mais aussi bien qui pourrait survivre dans cet environnement en utilisant le charbon bioactif comme j'ai déjà mentionné parce que on veut vraiment donner une chance à ces arbres de forêt et puis lorsque vous avez donc des centaines d'hectares qui sont dénudés, c'est un problème. Et donc, il faut, on utilise beaucoup, aussi bien par rapport à l'équipement utilisé, les bulldozers qu'ils utilisent pour détruire cela. Il faut utiliser la méthode de régénération naturelle et puis qui de manière stratégique, il faut accélérer la croissance, introduire le nitrogène dans le sol. Enfin bon, on essaye. On essaye d'accélérer la restauration et le recouvrement, n'est-ce pas, la reprise de ces zones. Et les maps, malheureusement, continuent, comme les cartes l'ont démontré. Et c'est un problème parce que ce sont des zones difficiles à restaurer en Amazonie. Voilà, encore une question peut-être. Nous avons une question pour Matt. Oui, alors voyons. Alors, c'est de Ken Davis. Alors, est-ce que c'est faisable de d'identifier
identifier les machines utilisées et d'adapter cela. Oui, on a discuté de la machinerie, oui. Eh bien, est-ce qu'on peut tout faire manuellement sans machine? Vous savez, on peut peut-être réduire, enfin il y a des formations, oui, il y a des projets, oui, et surtout dans les zones de densité, que ce soit à Yapakana ou dans d'autres zones, euh, oui. En effet, l'utilisation peut-être serait appropriée. Il y a des projets pour ce faire. Et puis moi aussi, je peux rajouter à cela parce que mon groupe travaille à- sur l'apprentissage des machines. Nous avons donc commencé à publier cela. On a une équipe de l'université de Lustensia et une autre université sur le développement des algorithmes euh, pour euh, transférer les connaissances ou l'apprentissage sur les machines, les différentes méthodologies où on détecte l'équipement minier et cela nous donne la possibilité d'utiliser différents articles, différentes littératures à ce sujet et cela caractérise également euh, ce que l'on peut faire dans ce secteur minier sur tout ce qui est donc les zones et la périphérie, c'est assez difficile, voilà. Et puis sinon, par rapport à la saison sèche dans l'Amazone, là où il y a donc des zones auparavant où il y a eu de l'extraction minière, il y a une perte de forêt et là on peut détecter cela donc ce et on peut également utiliser l'apprentissage euh, pour faire d'autres choses pour l'éducation pour qu'on puisse reboiser, échanger les sédiments et puis voilà, il y a donc un document qui a été publié le mois dernier par rapport à l'apprentissage ou le travail à distance concernant cela pour améliorer les informations, le partage d'informations. Et voilà, je pense que nous sommes arrivés à la fin de notre séance. J'aimerais remercier ces deux intervenants et tous les intervenants pour les excellentes présentations. Alors rappelez-vous, si nous n'avons pas répondu à certaines des questions, nous allons donc répondre à ces questions sur le site web. Et j'aimerais vous rappeler qu'après 10 minutes de pause, juste à l'heure pile. Donc, nous allons avoir l'événement de la Banque mondiale. Ça sera donc l'opportunité de pouvoir discuter. Ce sera exactement à 11 heures. Donc, nous pourrons donc aussi bien participer à cette séance. Et merci beaucoup à tous les participants pour cette présente séance. J'espère que vous l'avez trouvée très intéressante. Merci pour ce dialogue et à la prochaine. Au revoir.